Bonjour à tous, le gouvernement vient défendre devant les députés ses choix budgétaires et ses mouvements de crédit pour 2026. David Amiel est auditionné par la Commission des finances dans un contexte où chaque euro dépensé fait l'objet d'une attention particulière. Pour soutenir Hémicycle, abonnez-vous, likez, partagez et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains rendez-vous. On accueille David Amiel, ministre chargé de l'Action et des Comptes publics, sur le projet de décret d'avance qui nous a été communiqué jeudi dernier 28 mai. Je vous ai fait parvenir ce projet dès qu'il nous a été adressé par le ministère. C'est la première fois que la Commission des finances est conduite à examiner un projet de décret d'avance sous cette législature, le dernier précédent remontant à mars 2022. Le projet de décret dont nous sommes saisis est un projet qui propose des ouvertures et annulations de crédits à hauteur de 406,6 millions d'euros en autorisation d'engagement et 463,5 millions d'euros en crédit de paiement. S'il a pour objet de débloquer de façon rapide des crédits budgétaires nécessaires pour certaines dépenses nouvelles liées à la crise énergétique, il s'inscrit dans un ensemble plus vaste d'annulation et de gel de crédits pour des montants plus importants. Aussi, Monsieur le Ministre, vous comprendrez aisément que l'on souhaite vous entendre sur l'ensemble de ces mouvements de régulation budgétaire envisagés pour que le projet de décret d'avance puisse être appréhendé de façon impartielle et qu'après vous puissiez répondre aux questions que nous vous poserons. Monsieur le Ministre, je vous passe la parole immédiatement. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les députés. Effectivement, je vous présente aujourd'hui le projet de décret d'avance qui vous a été transmis, conformément d'ailleurs à l'article 13 de la loi organique le jeudi 28 mai dernier, mais ça s'inscrit dans la perspective des mouvements de régulation budgétaire, décrets d'annulation également, et décisions de surgel qui vous ont également été communiquées en fin de semaine dernière. Avant de rentrer dans le détail des chiffres, je voudrais simplement réexpliquer ici en Commission des finances les principes qui guident les mesures qui vous sont aujourd'hui présentées. On a face à nous une guerre qui a été déclenchée dans le détroit d'Ormuz, qui nous oblige à la fois à protéger les Français qui sont en première ligne du choc, travailleurs des classes populaires et des classes moyennes, secteurs économiques qui sont les plus affectés par l'explosion des prix du pétrole, tout en gardant notre capacité à les protéger dans le futur. À la fois le futur proche, dans le cas où la crise viendrait à durer, mais aussi dans les prochaines années, parce qu'on est entré dans un moment international où désormais les crises succèdent aux crises. On avait connu en 2025 un début de guerre commerciale internationale déclenchée par la Maison-Blanche. On a évidemment connu en 2022 l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et sans jouer aux oiseaux de mauvais augure, je ne sais pas ce que 2027, 2028, 2029 nous réservent. Et donc c'est la raison pour laquelle les mesures que nous sommes amenés à prendre doivent être financées pour garder des marges de manœuvre à la fois dans la réponse à la crise, mais aussi pour permettre aux prochains gouvernements qui seront amenés à nous succéder à avoir eux aussi les marges de manœuvre qui sont indispensables. De cela se tirent trois leçons. D'abord, la première, c'est évidemment de tirer les enseignements de la gestion de la crise 2022-2023. Il faut pouvoir aider face au choc, mais il faut aussi pouvoir préserver notre budget et donc financer chacune des mesures que nous sommes amenés à prendre. Deuxième enseignement, évidemment, c'est que ça conduit à faire des choix. Parce que bon, en matière de finances publiques, le principe des aides financées, généralement, reçoit un assentiment large. Il y a évidemment beaucoup plus de croyants que de pratiquants. Et c'est dans le détail des choix que l'on mesure la fermeté de ces résolutions. En matière de soutien au tissu économique, on a fait le choix d'avoir des aides ciblées vers les secteurs qui étaient en première ligne, les transporteurs, les pêcheurs, les agriculteurs, le BTP, le secteur des aides à domicile, le secteur de la chimie qui est aussi en première ligne du choc, non seulement d'ailleurs lié à la guerre en Iran, mais aussi à la concurrence chinoise. Et tout ça nous a conduit à écarter une augmentation générale des allègements généraux qui étaient demandés par les organisations patronales, mais qui nous auraient amené à soutenir à la fois des entreprises qui sont en première ligne des chocs actuels et d'autres qui le sont moins. C'est des choix difficiles à chaque fois et c'est également des choix que nous sommes amenés à prendre au sein du budget de l'État pour pouvoir ouvrir les lignes de crédit qui sont nécessaires pour apporter les mesures de soutien. Alors le décret d'avance, j'y reviendrai dans un instant, le prévoit, disons, légistiquement et juridiquement pour les travailleurs des classes populaires et des classes moyennes qui auront accès aux aides au titre des grands rouleurs, qu'il y a également pour l'élargissement du chèque énergie. Mais enfin, c'est la
philosophie qui sous-tend le mesure des financements aussi aux secteurs économiques les plus en difficulté. Donc tout ça nous invite à reprioriser immédiatement un certain nombre de dépenses. Puis un mot maintenant sur la méthode également qui est choisie, parce que vous avez évoqué, Monsieur le Président, le fait que le dernier décret d'avance datait de 2022, déjà face à un choc international. En revanche, je ne voudrais pas laisser s'installer que c'est une procédure inhabituelle. Elle est à la fois parfaitement respectueuse de la lettre de la loi organique, ça va sans dire, de son esprit également, puisque quand on regarde ce qui s'est passé sous présidence précédente, présidence de François Hollande, présidence de Nicolas Sarkozy, on avait en moyenne 2 à 3 décrets d'avance par an pour des montants bien supérieurs en réalité à ceux qui vous sont aujourd'hui présentés, puisque c'était pour des montants moyens de 2 milliards 500 millions d'euros à peu près, soit 5 fois plus que le décret d'avance qui vous est aujourd'hui présenté. Depuis le début, Monsieur le Président, nous tenons à avoir la transparence la plus complète, à la fois sur l'impact de la crise. Le comité d'alerte a permis d'avoir des premiers éléments d'estimation macroéconomique dès le mois d'avril. Tous les 10 jours, nous publions l'impact concernant la fiscalité sur les carburants, qui, et c'est bien normal, a fait couler beaucoup d'encre. Puis nous voilà aujourd'hui dans le détail des mesures de régulation budgétaire. J'y viens donc. Le projet de décret d'avance en tant que tel ouvre 406,6 millions d'euros en autorisation d'engagement et 463,5 millions d'euros en crédit de paiement sur le programme 174, énergie, climat et après-mine, qui sont gagés par des annulations de crédits à due concurrence sur des crédits ministériels prélevés exclusivement sur la réserve de précaution, dont c'est la nature même que d'exister pour permettre ce type de mouvement. Première ouverture concerne l'aide forfaitaire destinée aux travailleurs dits grands rouleurs. Guichet a ouvert, vous le savez, le 27 mai dernier. C'est une aide de 100 € destinée à environ 3 millions de travailleurs appartenant aux 5 premiers déciles de revenus qui utilisent leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail quand ils habitent à plus de 15 km, ou bien quand ils parcourent plus de 8000 km par an. Le coût est estimé à 320 millions d'euros en autorisation d'engagement comme en crédit de paiement, et à ce jour, 640 000 demandes ont déjà été déposées. Par définition, cette dépense n'avait pas été prévue lors de la promulgation de la loi de finances. Second dispositif concerne le chèque énergie, et il tire les conséquences de l'amélioration des méthodes de croisement des données qui ont permis d'identifier automatiquement près de 653 000 bénéficiaires supplémentaires qui ont bénéficié au 1er mai d'un chèque énergie d'un montant moyen de 153 €. Et là aussi, cela supposait de pouvoir faire des ouvertures de crédit, de même d'ailleurs que la révision des hypothèses concernant l'extension du bénéfice du chèque énergie aux résidents des logements foyers conventionnés APL, logements en intermédiation locative, résidents les plus modestes des établissements accueillant les personnes âgées, avec un coût qui excède les prévisions initiales à hauteur de 36,6 millions d'euros pour l'aide versée en 2026 au titre de la campagne 2025, de 50 millions d'euros d'ailleurs pour la campagne 26, et qui là aussi nous conduit à ces ouvertures de crédit. Au-delà de ce projet de décret d'avance, vous l'avez dit, Monsieur le Président, le gouvernement a également transmis pour information un projet de décret d'annulation portant sur 440,3 millions d'euros en autorisation d'engagement et 490,3 millions d'euros en crédit de paiement. Des annulations qui, là aussi, concernent exclusivement des crédits hors masse salariale issus de la réserve de précaution, à l'exception des programmes 198 et 207 qui concernent l'ensemble des ministères, à l'exception des armées, de la justice, des outre-mer et des transports. J'aurai l'occasion d'y revenir, mais chacun d'entre eux étant dans une situation particulière qui justifiait une préservation de la marge de gestion à ce stade. Et le gouvernement a aussi transmis à votre commission le détail des mesures complémentaires de consolidation des comptes de l'État avec des surgels de crédit à hauteur de 2,9 milliards d'euros en autorisation d'engagement et de 1,7 milliard d'euros en crédit de paiement. Là aussi, les efforts sont demandés à l'ensemble des ministères, à l'exception des Outre-mer, puisqu'ils avaient été d'ores et déjà concernés par des mesures de gel anticipé au mois de mars, tout cela permettant de reconstituer le niveau de la réserve de précaution. Le ministère chargé des Transports, lui aussi, n'est pas concerné. Au total, on a donc des mesures de consolidation des comptes de l'État qui représentent près de 4 milliards d'euros.
Ces mesures constituent une première étape. Évidemment, on ne sait pas combien de temps la guerre dans le détroit d'Ormuz est amenée à durer. Et d'ailleurs, l'actualité des derniers jours et même des dernières heures montre à quel point la situation est volatile, évidemment extrêmement incertaine sur le plan géopolitique, mais par conséquent aussi très volatile sur le plan financier. Il suffit d'ailleurs de voir les mouvements des prix du baril. Les mesures que nous prenons ici sont donc à titre conservatoire pour pouvoir d'ores et déjà financer les aides supplémentaires qui ont été décidées, engagées. Elles s'élèvent aujourd'hui à 1,4 milliard d'euros d'aides apportées depuis le début de la crise pour pouvoir prévenir également des situations de dégradation future, et ça ne préjuge pas de mesures supplémentaires de refroidissement de la dépense qui pourraient être amenées à être prises si la situation macroéconomique se dégradait. Parce que cette approche générale qui est d'avoir des aides ciblées et des aides financées, nous n'en dévierons pas. Évidemment, si la crise venait à durer, les aides supplémentaires devraient elles-mêmes croître, mais ça amènera par conséquent à prendre des mesures supplémentaires en économie. Et je suis naturellement, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les députés, à votre entière disposition. Bien, merci Monsieur le Ministre. Je vais introduire à la fois les réactions et à la fois les questions. C'est la troisième année consécutive que cette audition se tient. Pour la troisième année consécutive, des mesures d'économie sont décidées par le gouvernement afin de respecter un objectif que, pour ma part, je pensais déjà inatteignable de déficit imposé par le 49.3. Et depuis 2003, depuis 3 ans, le scénario ne change pas. Dans le cadre de la commission d'enquête sur les écarts de prévision, l'ancien ministre de l'économie, M. Bruno Le Maire, avait d'ailleurs révélé les secrets de son écriture avant même que le budget 2024 soit imposé en décembre. Les 10 milliards d'annulations étaient déjà prévus, sans quoi la prévision de déficit affichée dans le texte était inatteignable. Et la Première ministre le savait pertinemment en déclenchant le 49.3. En 2026, on se retrouve dans la même situation. Comme l'a souligné le HCFP, les mesures présentées aujourd'hui auraient été nécessaires, même en l'absence de guerre au Moyen-Orient. Il est donc fort à parier que au moins une partie de ces coupes étaient déjà anticipées avant l'adoption du budget. Et le pire, comme la guerre est intervenue après, c'est qu'elles ne suffiront pas. Vous venez d'ailleurs de le dire de manière sous-jacente en disant que il faudrait sans doute revoir encore à la baisse ou revoir à la hausse plutôt ces coupes budgétaires. Vous dites si la guerre continue, le fait est, c'est que la guerre a continué depuis les 6 milliards que vous aviez estimés en avril. Donc on peut penser que déjà cette somme a augmenté, sans même compter les résultats économiques du premier trimestre qui sont encore plus mauvais qu'on l'imaginait au moment où vous avez estimé ces 6 milliards de déficit supplémentaires dus au conflit en avril. Donc ces nouvelles annonces d'économie lors du prochain comité d'alerte fin juin sont, à mon avis, inévitables. Le gouvernement répète toutes les erreurs commises du coup pendant les crises de la décennie passée, c'est-à-dire qu'en baissant la dépense publique pendant une crise, il l'aggrave, puisque je rappelle à mes collègues que la dépense publique, ce sont aussi des recettes, et que lors de grandes crises économiques récentes, ça a évité même ces dépenses publiques que la France ne rentre en récession, tellement le marché privé, lui, l'était de manière plus importante. Vu l'ampleur de celle que nous connaissons aujourd'hui, l'étape du projet de loi de finances rectificative, vous le savez, est pour moi obligatoire pour cesser avec le fait d'envisager uniquement des coupes budgétaires et de pouvoir faire en sorte que le Parlement décide aussi, par exemple, de discuter de recettes, je pense sur les grandes entreprises ou les ultra-riches, pour compenser une partie de ces dépenses. C'est la raison pour laquelle je continue pour ma part à revendiquer cette nécessité. On vous auditionne donc aujourd'hui sur une méthode qui pose un problème démocratique, puisque les parlementaires n'ont pas l'occasion de se prononcer sur ces coupes, mais une méthode qui pose également un problème d'efficacité. Il suffit de lire ce que la Cour des comptes en dit. Les annulations et surgels créent des tensions sur certains programmes et exercent une contrainte forte sur la ressource des ministères. C'est donc sur ces tensions que je souhaite vous interroger. Pour connaître l'ampleur de ce nouveau tour de vis, il faut, à mon avis, non pas seulement prendre en compte les annulations. Là, vous faisiez une comparaison avec ce que faisaient les gouvernements précédents, y compris lors des mandats présidentiels précédents. Mais je crois que la bonne comparaison, c'est en ajoutant les surgels. Parce que les surgels, en réalité, que vous annoncez, vont se transformer en annulation à la fin de l'année. Et je dirais que c'est une manière un peu de rendre moins douloureuse la facture que vous proposez. Et de ce point de vue-là, si on ajoute les surgels, on en est à 3,7 milliards d'euros en autorisation d'engagement et 2,7 milliards
d'euros en crédit de paiement, en plus à ajouter aux plus de 900 millions que vous proposez en annulation. Ces montants provisoires sont certes moins élevés que les années précédentes, mais ces coupes portent sur des ministères qui ont déjà beaucoup subi lors des différentes lois de finances, qui sont pour certains déjà à l'os et qui révèlent des tours de vis qui vont être difficiles à assumer pour eux. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle, entre vos annonces à la presse et l'envoi du détail, j'ai remarqué que le montant du surgel a baissé de 300 millions d'euros. C'est peut-être un certain réalisme qui vous a conduit à cette baisse. Alors donc, je vous pose des questions précises sur le surgel des crédits dédiés à l'administration pénitentiaire. Le garde des Sceaux avait rappelé l'objectif de 15 000 places supplémentaires d'ici 2028 afin de résorber la surpopulation carcérale. Est-ce que ce surgel signifie que l'horizon de 2028 proposé par le garde des Sceaux s'éloigne ? Deuxième question. En cumulant annulation et surgel, les crédits du programme qui finance notamment MaPrimeRénov' vont être encore diminués de 7,4%. Combien du coût de logement ne pourront pas être rénovés à la suite de cette décision ? Troisième question. La politique en faveur de la bifurcation écologique est une nouvelle fois la grande victime de vos décisions. Le Fonds vert voit ainsi ses autorisations d'engagement être gelées à hauteur de 19%. Là encore, combien de projets ne pourront plus être financés cette année après cette décision qui s'ajoute, je le rappelle, à des baisses successives du Fonds vert depuis 2 ans alors qu'il n'a été créé qu'il y a 3 ans. Alors même que le chômage repart à la hausse, vous amputez le budget du ministère du Travail de 400 millions d'euros. En conséquence, les dotations de l'État versées aux régions pour financer l'apprentissage vont être divisées par 8. Pour Régions de France, cette décision, je cite, signifierait la mort de nombreux CFA sur les territoires. Combien de fermetures de filières et de CFA avez-vous prévu pour atteindre ce montant d'économie? Enfin, dernière question. Ma dernière question, c'est sur investir pour la France en 2030. Fin 2026, ce budget majeur d'investissement pourrait être amputé de 25% de ses moyens en 1 an. L'annulation et le gel représentent en effet 9% de ce budget. C'est donc un des premiers postes d'économie de vos mesures en gestion. Et j'allais dire, je trouve ça contre-intuitif par rapport aux annonces de Choose France sur l'investissement avec des chiffres qui, pour l'instant, sont virtuels. Les 93 milliards et quelques annoncés, puisque on ne sait absolument pas comment ça va se concrétiser. Par contre, ce qui n'est pas virtuel, c'est cette baisse de France 2030 sur l'investissement. Je rappelle que l'investissement en France ne va pas bien. En regardant sur le long terme, sa contribution au PIB passe de 43% en 2017 à 13% en 2025. Ça veut dire qu'entre 2017 et aujourd'hui, l'investissement a contribué de moins en moins à la croissance. Ma question est donc simple. Pourquoi est-ce que vous coupez avant tout un gros budget d'investissement dans l'avenir au lieu de le soutenir? Voilà mes questions. Je propose qu'on passe au rapporteur général et vous répondrez aux 2 interventions cumulées. Merci, monsieur le rapporteur général. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre. Bienvenue en commission, mes chers collègues. Donc, il y a dans les dispositions qui sont prises des points qu'il faut souligner, dont il faut souligner la qualité. D'abord, il me semble que compte tenu de la situation du pays et les prévisions de la Commission européenne qui datent d'il y a une quinzaine de jours, qui évalue le risque de déficit à fin 2027 à 5,7%, que effectivement nous devons être très précautionneux dans les mesures qui sont prises. Si on est à 5,7 à fin 2027, nous sommes face à des difficultés qui sont très supérieures à celles que nous avions évoquées dans nos débats précédents. Et donc, l'idée que les aides soient ciblées temporaires est une idée que je soutiens et je trouve que le gouvernement tient bien la barre dans ce domaine et nous n'avons plus les moyens de nous payer les aides que nous sommes payés, on va dire, ces quelques années passées. Maintenant, j'en viens sur les éléments que je trouve insuffisants et pour lesquels je vais vous poser des questions. Lors du comité d'alerte, vous avez annoncé 6 milliards qui correspondaient en réalité au surcoût lié à la crise que vous aviez présenté dans le R2A, 6 milliards d'euros, répartis, ce que j'avais compris, entre 4 et 2, 4 pour l'État, 2 sur le social. Quand on fait la somme des dispositions qui sont proposées, on arrive non pas à 4, mais à 2,9 milliards en CP, 945 milliards sur les décrets, un 7 de surgel, et les mesures que vous prendrez en fin de gestion, ça fait 2,9 milliards en CP. Or, comme seuls les CP ont un effet sur le solde budgétaire, il me paraît plus logique, effectivement, de prendre les CP que les AE. Et donc, dans cette hypothèse, 2,9,4, il me semble qu'il manque des mesures, et j'aimerais avoir votre éclairage sur ce point-là.
Deuxième point, sur la notion même des 6 milliards, dont je viens de démontrer qu'ils étaient déjà, ils n'étaient pas atteints. J'avais, lors du comité d'alerte, pris la parole en expliquant qu'il me semblait, compte tenu de la cinétique prévisible de la crise, 6 milliards d'efforts seraient insuffisants. J'avais parlé de 8 milliards. Compte tenu de l'absence de vision à court terme de la crise, il me semble même que ces 8 milliards deviennent problématiques. D'ailleurs, quand on prend les chiffres du R2A, donc 6 milliards, ces 6 milliards sont bâtis avec l'aide initiale qui était de 400 millions. Désormais, on est à 1,2 milliard, donc on est à 1 milliard au-dessus. Et donc, plutôt que 6, on a envie de penser qu'on est déjà à 7, 7,2 si l'on prend différents paramètres. Donc, vous me voyez arriver. Les 6 milliards, je trouve qu'on n'y est pas. Et qu'en fait, on n'est déjà plus au 6, mais on est plutôt à 7,2. Donc, j'aimerais avoir votre commentaire là-dessus. Enfin, dernier point, j'ai une question sur le SMIC. Si je comprends bien, le SMIC a été augmenté de 1,1 au 1er janvier, effet de l'inflation mécanique. Et on trouve dans les documents donc une augmentation du SMIC de 2,4%. Est-ce que je comprends bien que c'est 2,4 en plus du 1,18, ce qui nous ferait une augmentation de 1,18 et 2,4, même si additionner des pourcentages, c'est toujours une difficulté, mais on va dire de l'ordre de 3,5% sur 2026. 3,5% d'augmentation du SMIC pour une inflation qu'on estime aux alentours de 2%. Est-ce que cette analyse est la bonne ? Et est-ce que vous ne trouvez pas qu'on est dans un système qui se nourrit lui-même avec une sur-revalorisation du SMIC par rapport à l'inflation qui pose un problème du coup macroéconomique ? Voilà, j'aimerais avoir vos sentiments sur ces 3 points. Monsieur le ministre, à ces 2 interventions et ces questions. Merci, Monsieur le Président. Bon, d'abord, en ce qui concerne le PLFR, je vais te donner des premiers éléments de réponse. Je pense qu'il y a vraiment 2 débats très différents. Il y a un débat institutionnel. Là, je le redis, procédé par décret d'avance est parfaitement démocratique. C'est conforme à la lettre, à l'esprit et à la tradition des gouvernements qui nous ont précédés sous des couleurs politiques différentes. Et puis ensuite, il y a un désaccord, Monsieur le Président, qu'on ne va pas découvrir tous les deux aujourd'hui, qui est un désaccord idéologique de politique économique. Parce que si effectivement vous considérez que face à la crise, on a besoin d'avoir une augmentation massive des impôts, alors effectivement, il faut recourir à un projet de loi de finances rectificatif. Comme ce n'est pas la ligne que nous défendons, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas favorable aujourd'hui à un PLFR. Mais je pense qu'il ne faut pas confondre les deux débats. Ensuite, vous avez évoqué un certain nombre de questions précises. Évidemment que le programme de construction des places de prison est plus que jamais d'actualité. D'ailleurs, le garde des Sceaux s'est lui-même engagé dans une révision de la manière de construire ces places de prison, précisément pour qu'elles soient moins coûteuses que ce qui était prévu, avec baisse considérable du coût. Ça permet de rendre compatibles les objectifs de construction de places de prison avec le cadre budgétaire, dans un cadre budgétaire qui persistera bien au-delà de l'année 2026, de l'année 2027, et quelle que soit la couleur politique du prochain gouvernement. En ce qui concerne la bifurcation écologique, vous avez évoqué la question du fonds vert, vous m'avez demandé combien de projets seront arrêtés. Il n'y a pas d'annulation sur le fonds vert. Donc c'est très important de le dire, il n'y a pas d'annulation de crédit de paiement sur le fonds vert, donc aucun projet qui est aujourd'hui engagé au titre du fonds vert ne sera stoppé, annulé, retardé. Il y a effectivement un gel d'autorisation d'engagement sur le fonds vert, de crédits qui n'avaient d'ailleurs pas encore été délégués au niveau territorial, mais il n'y a aucun projet en cours qui serait percuté. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on ne procède pas à des annulations sur le fonds vert. En ce qui concerne le ministère du Travail, et vous avez évoqué la question de l'apprentissage. D'abord, je voudrais quand même rappeler qu'en 2025, dernière année où on dispose vraiment des chiffres consolidés par définition, le taux de défaillance des CFA, il est de 2,5%. Donc c'est un taux de défaillance qui est faible dans un contexte où, je le rappelle, on a une progression très forte des CFA ces dernières années. On a fait x4, je crois, entre 2017 et 2025, plus d'ailleurs que le nombre d'apprentis, qui lui-même a considérablement augmenté, parce qu'il a augmenté d'à peu près 2,5 dans la même période. Donc malgré cette augmentation considérable du nombre de CFA, malgré une augmentation plus forte que celui des entrées en apprentissage, on a un taux de défaillance qui reste faible. On est évidemment extrêmement vigilant concernant la situation des CFA, parce que c'est évidemment un enjeu déterminant pour
la formation professionnelle. Je précise là aussi d'ailleurs que la nouvelle campagne de revalorisation des coûts contrats a eu lieu au printemps, des NPEC, de 1,85% d'augmentation, ce qui permet aussi de donner une bouffée d'oxygène à beaucoup de CFA. La mesure qui est prise là concerne des crédits qui étaient délégués aux régions et en fait tire les conséquences de la réforme de 2018 qui a réformé le financement de l'apprentissage autour de France Compétences. En ce qui concerne France 2030, j'étais heureux, Monsieur le Président, et j'espère qu'à l'avenir, vous poursuivrez dans cette direction. Première fois que je vous entends appeler à défendre des aides aux entreprises. C'est ce que vous avez fait pour le programme France 2030. J'aurais simplement, du coup, précisé en la matière ce qui est fait. D'abord, on prend acte, en ce qui concerne France 2030, de décaissement plus lent que ce qui était prévu. C'est d'ailleurs un peu lié honnêtement à la nature même de France 2030, puisque comme on soutient des projets de très nombreux, de plusieurs centaines, milliers d'entreprises à travers le territoire, il y a des projets qui vont au bout, d'autres qui ne vont pas. Et donc, par nature, on prévoit des enveloppes pour pouvoir accompagner dans tous les cas de figure. Et puis ensuite, il y en a qui ne vont pas au bout. Et donc, il y a des décaissements qui sont inférieurs. Et on en prend acte. Il y a également une mesure de 100 millions d'euros au titre des aides distribuées par BPI France et une amélioration, une compression des frais de gestion des opérateurs de France 2030. En ce qui concerne les questions qui ont été posées par le rapporteur général, en ce qui concerne le coût lié à la crise, je voudrais d'abord préciser qu'au mois d'avril, vous le savez, monsieur le rapporteur général, mais c'est aussi pour ceux qui nous écoutent, quand on a donné ce chiffre de 6 milliards d'euros, c'était pas, comment dire, le coût à date, en disant déjà au mois d'avril, ça nous a déjà coûté 6 milliards d'euros. C'était une prévision sur l'ensemble de l'année qui était faite en se fondant à la fois sur l'hypothèse de croissance, d'inflation, sur la hausse des taux d'intérêt qu'on avait fait à ce moment-là. Aujourd'hui, il y a tout lieu de croire que le coût sera supérieur à 6 milliards d'euros. Vous avez évoqué certains éléments. Alors, à combien ? Pour ça, on a besoin d'actualiser les hypothèses macroéconomiques, de voir aussi comment la situation géopolitique évolue. Et c'est ce qu'on fera d'ici la fin du mois de juin. Je l'avais d'ailleurs annoncé dès le mois d'avril. Et je pense qu'il est de bonne politique que de pouvoir actualiser de manière régulière nos projections de finances publiques au vu de l'évolution d'un conflit dont chacun mesure bien qu'il est imprévisible et à chaque fois d'ailleurs à en tirer des conséquences. Vous avez posé la question, monsieur le rapporteur général, des crédits de paiement, des autorisations d'engagement, les 2,9 milliards, les 4 milliards. Les autorisations, je ne sais plus quelle était exactement votre formule, donc pardonnez-moi, je paraphrase un petit peu, mais 4 milliards d'euros en autorisation d'engagement, ça a un impact sur le solde budgétaire. En revanche, la différence entre crédit de paiement et autorisation d'engagement, c'est effectivement l'année sur laquelle ça a un impact. Et en crédit de paiement ont un impact dès l'année 2026, autorisation d'engagement ont un impact pluriannuel. Mais c'est très important parce que d'une certaine manière, d'habitude, la tentation des ministres du budget, c'est plutôt de faire l'inverse. C'est d'être assez dur en crédit de paiement, parce que ça permet d'afficher immédiatement un objectif, et puis d'être très généreux en autorisation d'engagement, qui ensuite se traduiront par de la dépense budgétaire, parce que quand on engage des dépenses, il y a une obligation juridique, ensuite de mettre les crédits de paiement qui correspondent, parce qu'on va contractualiser avec des entreprises, des collectivités locales, des appels à projets, mais donc ça permet en gros de rouler la boule et de la laisser à son successeur. Et donc quand on prend des mesures en matière d'autorisation d'engagement, eh ben, on ne met pas la poussière sous le tapis, et donc effectivement, on crédibilise une trajectoire sur plusieurs années. Ce n'est pas la pratique habituelle, mais je pense que c'est extrêmement important parce qu'on a quand même tendance, année après année, à arriver au 1er janvier avec des marges de manœuvre qui sont de plus en plus réduites parce qu'il y a des coûts partis extrêmement importants de différentes natures. La charge de la dette sur laquelle, évidemment, au premier ordre, joue l'inflation et les taux d'intérêt, des dépenses que l'on souhaite, dépenses militaires, particulièrement évidemment dans la période, et puis aussi parfois des autorisations d'engagement qui se multiplient, qui contraignent les gouvernements futurs. Et je pense que c'est très important de ne pas contraindre les gouvernements futurs au titre des décisions que nous prenons aujourd'hui. Et ensuite, vous m'avez posé la question sur les règles d'indexation du SMIC. Donc oui, je vous le confirme bien, l'augmentation du SMIC au 1er juin, qui est liée aux règles législatives d'indexation du SMIC quand l'inflation dépasse un certain seuil, s'ajoute bien
à l'augmentation du SMIC du 1er janvier. Donc l'augmentation de 2,4%, elle compare le SMIC au 30 mai par rapport au SMIC du 1er juin. Cette règle d'indexation en cours d'année, elle vise en quelque sorte à anticiper la revalorisation du SMIC. La raison pour laquelle le législateur a prévu ça, c'est de dire quand on a un choc d'inflation important, on ne peut pas dire aux gens « attendez jusqu'au 1er janvier prochain qu'on prenne en compte cette inflation », parce que les règles d'indexation font qu'elle sera en tout état de cause prise en compte. Mais enfin, attendez jusqu'au 1er janvier prochain qu'on la prenne en compte. Quand il y a une augmentation forte de l'inflation, on a une augmentation anticipée en quelque sorte du SMIC. Et d'ailleurs, la règle fait que si l'inflation se stabilise, si le niveau des prix plus exactement se stabilise, la prochaine indexation du SMIC sera plus faible que ce qu'elle avait été prévue, puisqu'elle avait été anticipée au 1er juin. Je pense quand même que c'est une mesure utile, parce que c'est une mesure qui permet aujourd'hui de protéger des millions de travailleurs de l'impact de la hausse des prix. En revanche, on sait aussi qu'une des difficultés que cela crée, c'est la compression salariale, avec beaucoup plus de salariés qui se retrouvent au niveau du SMIC. Alors évidemment, à court terme, c'est la question des négociations qui s'enclencheront dans les branches. À moyen terme, je pense qu'il y a tout un travail, et je sais, monsieur le rapporteur général, que vous y travaillez, de réflexion sur à la fois le fonctionnement des allègements généraux eux-mêmes, la manière dont la pente est calculée, la manière dont notre système fiscalo-social, de manière plus large, fonctionne, pour davantage encourager à la progression salariale, parce qu'on a aujourd'hui un système, et c'est heureux, qui permet d'apporter une bouffée d'oxygène face au choc, mais qui trop souvent décourage ensuite la progression salariale. Merci. Juste une petite réaction très rapidement. Sur les crédits de paiement, il y a bien 5%, sur les fonds verts, il y a bien 5% de baisse de crédits de paiement. Ce n'est pas juste des autorisations d'engagement. Et pas d'annulation. Non, je vais vous laisser répondre. Il y a bien 5% des CP. Et vous savez comme moi que les fonds verts ont une spécificité. C'est que vous faites des autorisations d'engagement parce qu'ils ne se réalisent que si, du côté des collectivités, on prend la possibilité de fonds verts. Donc, quelque part, à partir du moment où vous baissez les autorisations d'engagement, ça a un effet immédiat sur justement ce qui peut être réalisé en termes d'investissement. La deuxième chose, c'est que dire pour investir pour la France qu'on est dans un problème de rythme et de décaissement qui explique du coup une non-consommation, ça c'est vrai, c'était 5 ou 10%, mais pas 25% de baisse sur l'année. C'est quelque chose qui me paraît problématique. Et quant à l'aide aux entreprises, vous devriez m'écouter plus souvent, parce que ce que je conteste, c'est quand elle n'est pas conditionnée et non pas l'aide en général. Et enfin, sur le PLFR, c'est pas un problème, monsieur le ministre, c'est pas un problème uniquement de choix de lignes politiques différentes. C'est que quand vous additionnez des décrets d'avance, et là vous allez en rajouter très certainement à la fin du mois de juin, vous avez raison de dire que tant que vous n'êtes pas à 1,5% des budgets, des crédits votés, vous avez le droit de le faire. Mais vous avez la possibilité aussi de ne pas le faire et de laisser aussi à l'Assemblée le choix souverain à un moment donné de déterminer comment elle estime compenser ça. Donc c'est aussi un choix démocratique, surtout sur des budgets qui passent par 49.3. On va passer aux orateurs du groupe. Et je ne sais... Allez-y, madame. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, votre lettre du 29 mai au président Coquerel a le mérite de la franchise comptable. Elle confirme que la réserve de précaution vous sert de variable d'ajustement permanente. 10,4 milliards d'euros gelés, un dégel ciblé de 0,7 milliards pour gager vos annulations, puis un surgel transverse de 2,9 milliards. Et le Parlement découvre la mécanique une fois qu'elle est bouclée. Alors votre méthode est inacceptable. Vous vous contentez d'une simple information de notre commission et vous publiez le décret pendant le week-end. Décider 847 millions d'euros d'annulation par décret revient à retirer à la nation un pouvoir qui lui appartient. Les Français n'ont pas voté pour des communiqués du samedi soir pendant des émeutes connues d'avance. Ensuite, vos priorités sont inacceptables. Pour financer une aide carburant que nous approuvons sur le principe mais pas sur la méthode, vous rabotez la recherche, 139 millions, l'emploi, 122 millions, les régimes de retraite, 200 millions et l'investissement d'avenir France 2030 pour 100 millions. Mais rien sur l'immigration et l'asile.
33 millions seulement, ni sur l'aide publique au développement. Donc, c'est toujours pareil, les Français paient pour le reste du monde et notre groupe inverserait sans hésiter cet ordre des sacrifices. Vous l'avez dit vous-même, vous repriorisez vos dépenses. En plus des annulations, vous surgelez des montants considérables sur le ministère de l'Intérieur. 208 millions d'euros d'autorisation d'engagement mis sous cloche sur la police nationale. 49 millions sur la gendarmerie et 140 millions sur le pilotage du ministère. Plus grave encore, vous bloquez presque 370 millions d'euros sur l'administration pénitentiaire. Ceux qui, justement, auraient permis de lancer les chantiers de places de prison supplémentaires, dont vous venez pourtant de dire que le ministre les soutenait. Et pendant ce temps, vous faites les poches de la sécurité sociale. En gelant la compensation des allègements de cotisations patronales juste après la hausse du SMIC au 1er juin, vous évitez de reverser 2,2 milliards d'euros à la sécurité sociale. Alors, 3 questions, Monsieur le Ministre. Comment justifiez-vous de geler presque 370 millions d'euros d'engagement pénitentiaire, autant de places de prison repoussées, 208 millions sur la police, quand l'immigration n'est rabotée que de 33 millions? Le gel de la compensation des allègements prive la sécurité sociale de 2,2 milliards d'euros. Assumez-vous d'alourdir les charges de nos entreprises par décret sans le moindre vote? Et vous engagez-vous à soumettre ces arbitrages à un véritable débat en loi de finances rectificative plutôt qu'à des décrets pris le week-end? Daniel Labaronne. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je souhaite, au nom de mon groupe, saluer la démarche engagée par le gouvernement qui répond à une double exigence: protéger les Français les plus exposés à la hausse des coûts de l'énergie tout en préservant la soutenabilité de nos finances publiques en tenant l'objectif de 5% de déficit. Le décret d'avance qui nous est soumis traduit concrètement cette ambition. D'abord par un meilleur ciblage des aides. Face à la hausse des prix de l'énergie, le gouvernement a fait le choix de concentrer l'effort public sur ceux qui en ont le plus besoin. On pense notamment aux travailleurs qui parcourent chaque jour de longues distances pour se rendre sur leur lieu de travail ou exercer leur activité professionnelle. Pour ces Français, souvent sans alternative à la voiture, l'augmentation des dépenses de carburant pèse directement sur le budget des ménages. L'aide forfaitaire de 100 € destinée aux travailleurs grands rouleurs permettra ainsi à près de 3 millions de personnes de bénéficier d'un soutien rapide et ciblé. On pense également aux bénéficiaires du chèque énergie grâce à l'amélioration des dispositifs d'identification et à l'élargissement du périmètre des bénéficiaires. Plusieurs centaines de milliers de ménages supplémentaires pourront être accompagnés face à l'augmentation de leurs dépenses énergétiques. Mais ce décret traduit également une seconde priorité, celle de la responsabilité budgétaire. Les ouvertures de crédits prévues sont intégralement financées par des redéploiements et des économies, et ces économies sont également ciblées à partir de thématiques précises. Elles ne dégradent pas le solde budgétaire et s'inscrivent dans un contexte où la maîtrise de la dépense publique est devenue indispensable, alors même que la charge de la dette continue d'augmenter. Autrement dit, le gouvernement fait le choix non seulement de mieux cibler les aides, mais aussi de mieux cibler la réduction des crédits en concentrant les moyens disponibles sur les priorités les plus utiles aux Français. Cette approche démontre qu'il est possible d'apporter des réponses concrètes aux difficultés du quotidien sans renoncer à l'exigence de sérieux budgétaire. Monsieur le ministre, ce décret traduit une double priorité. D'une part, concentrer les aides sur les Français. D'autre part, financer cet effort par des économies ciblées. Pouvez-vous nous expliquer selon quels principes le gouvernement opère ce double ciblage, à la fois dans le choix des bénéficiaires des aides et dans celui des dépenses qui peuvent être réduites ou redéployées? Cette méthode a-t-elle vocation à guider plus largement l'action budgétaire du gouvernement dans les années à venir? Merci. Scheherazade Bentorki pour les filles. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, à vous écouter, vos annonces sur les coupes budgétaires sont essentielles pour préserver le pouvoir d'achat des Français suite à la situation au Moyen-Orient. Mais ce qui inquiète... Vous m'entendez? Non, c'est pas vous. Ah, pardon. Excusez-moi. Mais ce qui inquiète profondément, c'est que cette situation n'est en rien exceptionnelle. En 2023, ce sont déjà 5 milliards d'euros d'annulation de crédit qui avaient donc été décidés en cours d'année. En 2024, près de 10 milliards. 2025, encore 3,1 milliards. Et aujourd'hui, en 2026, vous annoncez déjà 4 milliards d'euros supplémentaires de coupes budgétaires. Autrement dit, année après année, les mêmes mécanismes se répètent
gel des crédits, surgel, puis annulation massive en cours d'année. Selon les informations publiées ces derniers jours, ce sont notamment les politiques de l'emploi qui seraient touchées, alors même que le chômage repart à la hausse. 263 millions d'euros seraient retirés à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et plus de 120 millions à la formation professionnelle. L'écologie serait également frappée de plein fouet. Quelques jours seulement après un épisode de canicule particulièrement préoccupant, le fonds vert serait amputé de 163 millions d'euros. Alors vous parlez de crédit, de surgel, mais un crédit que l'on gèle durablement est un crédit qui, dans les faits, ne finance plus les politiques publiques annoncées. Le logement n'est pas non plus épargné, alors même que la crise du logement et de la rénovation énergétique s'aggrave. MaPrimeRénov' subirait de nouvelles restrictions. Autrement dit, vous réduisez les moyens des politiques publiques précisément au moment où elles devraient être renforcées. Et pourtant, ce matin même, dans cette commission, les travaux menés sur l'évasion fiscale nous rappellent une réalité accablante. La France est l'une des grandes perdantes de ce système sur l'évasion fiscale. Des dizaines de milliards d'euros échappent chaque année à l'impôt via les paradis fiscaux et les mécanismes d'optimisation des multinationales. Et pendant ce temps-là, vous continuez à réduire les moyens humains et matériaux de la DGFiP, chargée justement de lutter contre ces pratiques. Surtout, cette situation n'est pas une fatalité économique tombée du ciel. Elle est la conséquence directe de vos choix politiques assumés depuis des années. Vous avez défendu ainsi la même logique, baisse de la fiscalité du capital, exonération massive, cadeaux fiscaux accordés aux grandes entreprises et au nom d'une prétendue compétitivité. Mais les résultats sont là, une croissance en berne, un investissement qui stagne et une vague historique de défaillances d'entreprises. Alors, Monsieur le Ministre, à ce niveau d'annulation successive, nous ne sommes plus face à des simples ajustements techniques liés à la conjoncture. Je me dépêche. Alors qu'un gouvernement modifie à ce point l'équilibre budgétaire imposé au Parlement, il est important de rappeler que ce budget rafistolé n'a pas été voté, mais la moindre des exigences démocratiques devrait être de présenter un véritable projet de loi de finances rectificative devant la représentation nationale, plutôt que de gouverner à coup de décret d'annulation. Merci. Ensuite, pour le groupe socialiste, Philippe Brun. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour cette présentation. Nous voilà donc à peine quelques mois après le début de la gestion à devoir donc procéder à ces annulations de crédit. Cette pratique est maintenant constante depuis l'année 2024. Elle a le dur désir de durer, pour reprendre le mot de Paul Éluard. Et elle a beaucoup de défauts, contrairement à ce que vous dites, Monsieur le Ministre. Le premier défaut, elle empêche les ministères d'avoir de la visibilité en gestion. À peine intégrée à la programmation, il faut immédiatement couper, alors que les ministères, eux, ont la charge de mettre en place des politiques publiques. D'ailleurs, vos annonces que vous faites aujourd'hui ne sont pas définitives, puisqu'il y aura un nouveau comité d'alerte fin juin. Et donc on continue l'improvisation budgétaire dans laquelle vous avez plongé le pays, puisque les ministères s'attendent à de nouvelles annulations dans les mois qui viennent. Le président Coquerel l'a rappelé. Et je pense aussi aux services déconcentrés qui sont sans boussole face à cette gestion qui est chaotique. On parle de réinvestir l'État dans les territoires, mais on empêche aussi le financement des politiques territoriales en gestion. Moi, je me mets à la place du préfet à qui l'on dit finalement, il n'y aura pas le fonds vert que tu pensais que tu aurais parce que on a fait cette annulation. Et quid d'ailleurs de la programmation du fonds vert dans les prochains mois? Cette programmation se faisant d'ailleurs au fil de l'eau en fonction des demandes des collectivités et des communes en particulier. Donc, premier problème. Et moi, je le redis, Monsieur Amiel, Monsieur Juvin également, sous Nicolas Sarkozy, on avait des projets de loi de finances rectificatives quand il y avait des dérapages budgétaires. On en a eu 2 pendant l'année 2011, au cœur de la crise grecque. Et on assumait en gestion de faire des projets de loi de finances rectificatives, justement pour mettre la responsabilité, la représentation nationale devant les responsabilités budgétaires du pays, trouver les recettes, annuler certaines dépenses s'il était nécessaire pour rétablir les finances publiques. C'est un exercice de transparence, vous nous le devez, évidemment, Monsieur le Ministre. Et puis enfin, une question très concrète. On nous a parlé donc de 6 milliards d'économies. Je fais les additions, je ne trouve pas 6 milliards. Même en comptant les 2 milliards sur la sécurité sociale, c'est la question de Monsieur Juvin. Il me semble que vous n'y avez pas répondu. Est-ce que vous pouvez nous refaire le détail du calcul? Parce que j'ai beau additionner, nous ne trouvons pas les 6 milliards qui ont été annoncés. Merci. Nicolas Ray. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, nous vous auditionnons aujourd'hui concernant le projet de décret d'avance. On émettra un avis demain matin, un décret qui ouvre des crédits pour notamment financer l'aide grand rouleur. Bien sûr, nous soutiendrons ce décret puisque nous devons accompagner la France qui travaille face à cette crise énergétique que nous subissons.
Nous profitons de cette audition aussi pour vous questionner sur les autres mesures que vous prenez, annulation, surgel. Nous soutenons le principe puisque nous devons tenir l'objectif de 5% de déficit et pourtant nous devons financer des dépenses nouvelles. Je rappelle quand même que la crise va nous augmenter les charges de la dette de 3,6 milliards et également une augmentation des dépenses d'opérations extérieures pour 1 milliard. Donc nous devons faire des choix et des coupes budgétaires ailleurs. Donc on pourra vous interroger peut-être sur le sens des priorités que vous avez fixées dans ces allègements, dans ces diminutions, même si toutes les missions sont impactées. Déjà sur le gel des allègements de charges, pourquoi avoir privilégié cette mesure, notamment par rapport, par exemple, aux dépenses d'indemnité journalière, et avez-vous évalué l'impact sur le coût du travail pour nos entreprises? Deuxième question. Nous regrettons effectivement d'avoir touché les ministères régaliens, justice, avec l'administration pénitentiaire, touché à 370 millions de surgel, ou la police nationale et la gendarmerie à hauteur de 257 millions. Est-ce que pouvez-vous nous dire dans quelle mesure ces surgels vont impacter notamment des projets immobiliers? Même question sur la mission agriculture. Nous avons voté la loi d'urgence agricole hier, et il y a un surgel de 190 millions sur ce ministère. Pouvez-vous nous préciser l'impact de ce surgel? Même chose sur le transport routier. On avait auditionné le ministre des Transports. L'aide pour les transporteurs routiers serait prise sur le crédit du ministère, ce qu'on regrette parce que ce sont des crédits utiles pour le désenclavement de notre territoire. Et puis enfin, vous n'avez pas touché, ou très peu, les dépenses de personnel. Je sais que ce sont des dépenses rigides. Vos coupes sont sur des dépenses de fonctionnement hors personnel, hors titre 2. Je pense qu'il aurait été bienvenu aussi de faire des choix, de prendre des mesures sur les dépenses de personnel. Bien, je propose qu'on siffle une mi-temps et que je vous laisse répondre à ces questions, puis après on fera la deuxième mi-temps après. Merci, monsieur le Président. Je vais essayer de reprendre, pardonnez-moi, dans l'ordre des questions qui ont été posées. D'abord, en ce qui concerne les questions qui étaient posées par le groupe du Rassemblement national, la réserve de précaution, elle est faite pour ça, puisque c'est-à-dire son nom l'indique lui-même. Ce sont des crédits qui sont mis de côté au début de la gestion budgétaire pour pouvoir parer à des coups durs. Et honnêtement, j'ai du mal à voir ce qui peut être plus qualifié comme coup dur qu'une guerre inattendue par construction déclenchée dans le Golfe Persique avec tous les impacts que ça a sur notre économie. Donc précisément, ces crédits-là permettent de pouvoir y faire face. Et d'ailleurs, vous auriez pu, Madame la députée, me demander pourquoi on n'annule pas, par exemple, l'intégralité de la réserve de précaution. C'est précisément parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait et qu'il faut garder des marges de manœuvre en tout état de cause. Vous avez évoqué la question de l'aide publique au développement. Je voudrais simplement rappeler deux choses. D'abord, les économies considérables qui ont été réalisées en matière d'aide publique au développement ces dernières années. Et évidemment, quand on prend des mesures de régulation budgétaire, on intègre aussi ce qui a été voté dans le cadre de la loi de finances depuis plusieurs années d'ores et déjà. Il y a eu des efforts considérables sur l'aide publique au développement. Et en revanche, je ne peux pas vous laisser dire, Madame la députée, que l'aide publique au développement, elle sert l'extérieur et pas les Français. Chacun voit bien en ce moment l'épidémie d'Ebola qui a lieu en Afrique des Grands Lacs et singulièrement en République démocratique du Congo dans l'est du pays. Et c'est précisément à cela que sert l'aide publique au développement. C'est-à-dire aussi à pouvoir financer des dispositifs d'alerte sanitaire, pouvoir accompagner des pays qui sont confrontés à des situations extrêmement difficiles. Et on sait à quel point la situation sécuritaire aggrave la situation sanitaire dans l'est du Congo. Et cette APD-là, elle nous permet aussi de pouvoir prévenir des pandémies qui auront sinon tôt ou tard un impact sur les Français. Et c'est la raison pour laquelle l'aide publique au développement elle est précieuse. Et d'ailleurs, je pense que le monde n'a pas fini de ressentir les conséquences des coupes de l'USAID qui ont été déclenchées par Donald Trump et qui auront, pour beaucoup de pays, des répercussions bien au-delà des frontières nationales. Vous avez évoqué différents programmes ensuite pénitentiaires. J'ai répondu de manière plus générale. Ça a été évoqué par plusieurs d'entre vous. Je pense qu'il faut avoir en tête les ordres de grandeur. On parle là de mesures globales, 4 milliards d'euros. Je reviendrai après dans le détail, parce que la question m'a été posée notamment par le député Philippe Brun. Mais on parle de mesures qui représentent moins de 1% du budget de l'État. Qu'on ne vienne pas me dire que dans chacun des ministères, on n'est pas capable de faire aussi des choix, de priorités, d'amélioration, de gestion qui permettent de dégager des marges de manœuvre, et sans toucher évidemment au cœur des politiques publiques.
Monsieur député Labaronne, vous m'avez interrogé sur le choix en matière de ciblage. En ce qui concerne les aides, le choix il a été fait d'aider ceux qui sont en première ligne de l'augmentation des prix du carburant. Donc c'est évidemment les travailleurs grands rouleurs, comme on dit, c'est-à-dire les travailleurs des classes populaires, des classes moyennes qui ont besoin de leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail. Et c'est la raison pour laquelle nous avons cette aide de 100 € qui a été d'ailleurs doublée depuis l'annonce initiale pour ceux qui sont concernés. C'est la raison pour laquelle on a aussi cette prime carburant dont le plafond a été doublé qui permet aux entreprises d'aider encore davantage. C'est la raison pour laquelle au sein de la fonction publique, d'État comme hospitalière, on augmente les frais de déplacement pour les agents publics qui non seulement ont besoin de leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail, mais qui peuvent avoir besoin de leur voiture dans le cadre de leur travail. C'est le cas des AESH, c'est le cas des enseignants remplaçants, c'est le cas de ceux qui sont amenés à faire des missions d'inspection, de contrôle, d'aide avec leur véhicule personnel. Et c'est à peu près l'équivalent d'une aide de 20 centimes par litre pendant 6 mois au sein de la fonction publique qui leur est apportée. Donc, pareil pour les aides aux entreprises, au secteur économique, on a ciblé des secteurs qui sont en première ligne, évidemment, pêcheurs. Si on n'a pas des aides aujourd'hui, il ne peut même plus sortir son bateau. Donc en fait, l'activité économique s'arrête. Donc c'est précisément vers ces secteurs-là qu'on a fait ces choix. Et donc ça veut dire aussi tirer les conséquences de ce qui a été fait lors des crises passées. Effectivement, 2026 ne peut pas être 2022. On est rentré maintenant dans un monde où on a des chocs, je le disais, tous les ans ou presque. Et donc il faut qu'on soit capable d'avoir à chaque fois des aides ciblées et des aides financées parce que c'est une condition pour pouvoir continuer à garder des marges de manœuvre. Et donc je pense qu'il faut tirer aussi très humblement les leçons du passé. Et d'ailleurs, on a eu suffisamment de commissions d'enquête, de débats ici dans cette Assemblée pour être, je crois, collectivement extrêmement scrupuleux en matière de finances publiques, y compris et peut-être même surtout quand on a des chocs extérieurs. Madame la députée, vous avez là aussi évoqué la question de la procédure, comme le président Coquerel, décret d'avance, etc. J'ai répondu, je voudrais quand même rappeler quelque chose d'important. Et d'ailleurs, ça fait le lien aussi avec ce que le groupe du Rassemblement national a évoqué. On a aujourd'hui une capacité à aider les gens parce qu'on a un budget. Et donc, si on n'avait pas de budget aujourd'hui, on aurait un débat ni sur la loi de finances rectificative, parce qu'il n'y aurait rien à rectifier du tout, ni sur les décrets d'avance, décrets d'annulation, ni au fond sur aucune des aides, parce que nous serions aujourd'hui dans un régime qui nous empêcherait, en service voté, de pouvoir déployer les aides que je vous présente aujourd'hui à travers le décret d'avance. Et donc, je pense que c'est quand même important qu'on l'ait tous en tête, parce que quand, à l'automne, on a des débats pour dire on a besoin d'un budget pour faire face aussi aux chocs internationaux qui peuvent survenir, ça passe souvent pour un propos un peu d'estrade, un argument politique sans grande conséquence. On voit aujourd'hui à quel point ce sont des arguments qu'il faut avoir en tête, et je le dis y compris pour l'année 2027 et pour les années qui viendront, parce que je ne crois pas que malheureusement le monde se pacifie dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Monsieur le député Brun, vous avez évoqué la question des 6 milliards d'euros. Donc effectivement, à ce stade, les 6 milliards d'euros, c'est les 4 milliards d'euros qui vous sont ici présentés, autorisation d'engagement, 2,9 milliards d'euros en crédit de paiement, et les 2,2 milliards d'euros au titre du gel des allègements généraux. J'en profite, ce n'était pas votre question, mais pour préciser, parce que les deux chiffres ont circulé dans la presse, c'est 2,8 milliards d'euros pour la sécurité sociale, quand on gèle les allègements généraux, et 2,2 milliards d'euros pour les comptes publics dans son ensemble, parce que ça crée une moindre recette à l'impôt sur les sociétés. Donc voilà les 6 milliards d'euros à l'heure actuelle. Est-ce que ce sera suffisant? Probablement pas. J'ai eu l'occasion de le dire aussi, précisément dans le cas où la crise viendrait à s'aggraver. Mais c'est là où je le dis, les choix, ils sont difficiles pour tout le monde. L'État fait des choix difficiles, et je ne les minimise pas. Mais c'est aussi un discours qu'on tient aux entreprises. Donc on a fait le choix d'avoir des aides ciblées, des aides qui sont finançables, une augmentation générale des allègements généraux. Elle n'aurait été ni ciblée ni finançable vu les montants qui étaient hors jeu. Monsieur le député Ray, vous m'avez interrogé, si on parle des allègements généraux, autour de l'impact au coût du travail de cette mesure.
L'augmentation du SMIC, elle était par nature inattendue. Je parle du moment où la loi de finances a été promulguée, parce que c'est le choc inflationniste lié à la guerre dans le Golfe Persique qui a déclenché la revalorisation anticipée du SMIC. C'est ce qu'on échangeait avec le rapporteur général au début de notre audition. L'enveloppe qui est consacrée aux allègements généraux, par conséquent, ne baisse ni n'augmente. Les 74 milliards d'euros qui étaient prévus dans le texte initial, on a fait le choix de ne pas l'augmenter, c'est ce que j'expliquais à l'instant, de ne pas la réduire non plus. Ce qui concerne le coût du travail, vous avez très grande majorité des entreprises qui sont concernées par les allègements généraux qui ne verront pas le coût du travail augmenter le 2 juin. Parce que toutes celles qui sont au-dessus du SMIC, une entreprise qui a un salarié rémunéré à 2 SMIC n'est pas touchée par l'augmentation du SMIC au 1er juin. Il y a un temps de diffusion dans la pyramide des salaires qui dépend des délais de négociation, particulièrement dans une période où les négociations annuelles obligatoires ont pour la plupart eu lieu au printemps, et donc avant l'augmentation du SMIC au 1er juin. Et donc c'est aussi une des raisons qui nous a fait prioriser les aides vers des secteurs qui, pour le coup, subissaient une augmentation très forte du coût, non seulement, enfin là en l'occurrence du coût énergétique. Vous avez ensuite évoqué un certain nombre de ministères. Là aussi, je le redis, les montants qui sont en jeu, moins de 1% des dépenses de l'État, fait que c'est parfaitement absorbable en préservant l'essentiel des politiques publiques. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, ça fait le lien avec votre question sur les dépenses de personnel. On a besoin, et là c'est le cœur des politiques publiques, on a besoin de poursuivre nos recrutements dans la police, dans la gendarmerie, dans le ministère de la Justice. Et c'est la raison pour laquelle les mesures que nous prenons ne touchent pas à la masse salariale, parce que là on parle du cœur des politiques publiques. Et d'ailleurs, mais ça nous enverrait à des débats plus larges, je pense qu'y compris quand on regarde l'ensemble des dépenses publiques depuis une quarantaine d'années, on voit que le cœur de l'augmentation de la dépense publique, c'est pas l'augmentation du coût des services publics, masse salariale compris, c'est à peu près stable autour de 20% du PIB. C'est vraiment l'augmentation très importante des dépenses sociales. C'est 80% de l'augmentation des dépenses depuis les années 1970, c'est les retraites et la santé. Et donc là aussi, en termes de diagnostic, je vous éloigne un peu de la gestion de crise immédiate, mais je pense que c'est toujours important de le rappeler. Juste, je pense que l'idée qu'il faut absolument un budget, ça ne peut pas non plus être un argument pour faire un budget qui est de facto minoritaire, parce que c'est ça aussi le problème, faire adopter un budget minoritaire. Et c'est un argument qui est un peu compliqué, quoi. Bah si. Je trouve. Je vous laisserai répondre après. Oui, d'accord, mais je veux dire, excusez-moi, mais on ne peut pas avoir comme budget de dire il faut absolument un budget. Comme il faut absolument un budget, on a un gouvernement minoritaire qui présente un budget minoritaire et donc l'Assemblée doit l'accepter. Vous comprenez que l'argument, il est quand même compliqué, démocratiquement parlant. Bah si. Donc, c'est pas de la faute de l'Assemblée s'il y a un gouvernement minoritaire qui est proposé à l'Assemblée. Emmanuel Mondon. Ah oui. Merci, Monsieur le Président. Vous lancez un grand débat sur notre situation, sur la crise politique du moment. Monsieur le Ministre, je vous remercie pour votre présentation. D'ailleurs, nul n'ignore, je crois, la gravité de la situation budgétaire à laquelle nous sommes, alors que nous devons faire face, bien sûr, à la crise au Moyen-Orient. D'où la révision à la baisse des prévisions de croissance. L'INSEE a d'ailleurs annoncé un recul du PIB de 0,1%. Et le tout avec une charge de la dette qui devient alarmante. Alors face à cela, le gouvernement a choisi, nous le pensons, à raison, d'agir en cours d'exercice. Alors il y a eu des aides ciblées qui ont été annoncées, et puis bien sûr ces milliards d'économies, ces 6 milliards d'économies. Pour nous, les 2 décrets que vous nous présentez n'appellent à eux seuls que peu de commentaires. Ce sont plutôt les 2,9 milliards de surgel, soit la moitié de l'effort, qui nous interrogeaient aujourd'hui. Leur répartition, on l'a compris, est transversale, mais certains choix méritent une clarification. Et je pense ici aux dépenses d'avenir, l'enseignement supérieur, la recherche ou encore France 2030, mais aussi l'écologie avec le fonds vert, les économies sur le régalien, puisqu'il est mis à contribution par le ministère de la Justice et l'Intérieur.
Enfin, bien sûr, une réflexion sur la rénovation énergétique, le programme 135 qui porte désormais ma prime Rénov, qui a été lourdement gelée sur l'exercice. Or, ce guichet n'a que trop souffert du stop and go budgétaire. Un surgel qui augure-t-il, alors là c'est la question qu'on se pose, de la reprise d'une trajectoire modifiée mais enfin lisible. Alors nous comprenons bien la situation et prenons acte de vos réponses, tout en indiquant que nous restons vigilants. Alors reste la méthode. Faute d'être responsabilisé, il est essentiel à minima que le Parlement soit dûment informé des choix précis par ministère qui seront faits sur la base de ces surgels. Le prévoyez-vous? Enfin, Monsieur le ministre, ces orientations signifient-elles que ces surgels seront pérennisés et ces crédits définitivement supprimés si la situation venait à empirer? Selon quels critères trancherez-vous alors et en tiendrez-vous le Parlement informé? Je vous remercie. Merci. François Jolivet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, merci pour l'exercice difficile auquel vous vous livrez devant nous. Je voudrais vous dire que le groupe Horizon Indépendant soutient ce décret d'avance et je souhaitais vous le dire sans réserve au début de mon intervention. Alors, l'article 13 de la loi d'orientation de la loi de finances, pour ces conditions, s'est réuni. Vous faites face à un événement qu'on pourrait baptiser de force majeure, si nous étions en code civil, imprévisible, extérieur, irrésistible, et pourtant l'exercice est de résister. Alors évidemment, aucun des ministères n'est satisfait de voir des surgels. Pour autant, vous faites le choix politique de mettre en place des aides aux gros rouleurs, et vous avez, par un exercice, j'espère, réussi à augmenter le nombre de bénéficiaires et que nous ne trouverons pas des gens qui n'ont plus de voiture et qui sont incarcérés à bénéficier d'une aide pour rouler. Mais cela peut sans doute arriver, donc je préfère le dire. En tout cas, je sais que vos services ont été très mobilisés sur ce sujet. Cela étant dit, ça en dit long sur notre capacité budgétaire à résister. Quelques centaines de millions d'euros et finalement, nous arrivons dans des surgels. Ça veut donc dire que le rôle du budget de l'État comme étant un amortisseur social, ce rôle s'épuise un peu devant les exercices difficiles d'équilibre auxquels nous sommes soumis. Alors, je voudrais vous poser une question. Vous l'avez très bien dit d'ailleurs, on se prend de plus en plus de chocs. Et donc, le caractère de la force majeure va être sans doute difficile à toujours utiliser sur son côté imprévisible. Et donc, peut-être faut-il que dans nos constructions budgétaires de demain, nous ayons vraiment une force capacité de manœuvre et de budget peut-être surgelé au démarrage. Parce qu'en fait, quitte à ce qu'il se dégèle. Alors, vous avez touché à un budget qui me touche directement en tant que rapporteur spécial de la cohésion des territoires. On parle pour un morceau, le logement est un peu touché, et même si c'est pas dans mon périmètre, le logement outre-mer est très touché. Au titre de l'ALBU, la ligne budgétaire unique, puisque c'est 70% de baisse. Je voulais vous dire que c'est un très mauvais signal pour les organismes HLM, et que le premier sujet de préoccupation des habitants en Outre-mer, à 84%, c'est le logement. Voilà, je voulais vous le dire. Ça a été annoncé, j'ai eu l'occasion de faire une visite sur place, et c'était annoncé au préfet il y a 15 jours. Voilà. Merci. Charles de Courson. Monsieur le ministre, vous êtes venu nous présenter... François Jolivet. Pardon. Pas grave, voilà. En général, c'est moi qui le fais, mais merci, François. Bon, monsieur le ministre, vous êtes venu nous présenter tout d'abord le décret d'avance. Pas de commentaire. Vous avez eu la sagesse, pour une fois, de concentrer les aides sur un certain nombre de secteurs évolutifs. Bon, voilà, ça fait 400 millions, vous annulez 400 millions, bon, c'est l'épaisseur du trait, tout ça, c'est pas le problème. Le problème, c'est ce que vous avez annoncé, c'est-à-dire que le surcoût en l'état actuel des choses de la crise énergétique, de la guerre avec l'Iran, enfin, etc., c'était de l'ordre de 6 milliards. 4 milliards sur le budget de l'État et 2 milliards sur la sécurité sociale. Mais le conflit perdure. Donc, à date, comme disent les technos maintenant, à date,
la note que vous estimez, elle est de combien? Elle est passée de 6 à 10, à 9, voilà. Et si ça continue comme ça jusqu'à l'automne, on monte à combien par mois de dérapage des dépenses budgétaires? Et puis la deuxième question, c'est que, bon, vous avez un gel, il y a le surgel, bon, vous avez 10 milliards, enfin un peu moins en CP, 9 milliards. Vous avez dit ce que vous avez gelé, ok. Mais après, du gel à l'annulation. Parce que si on monte à 9 milliards, si vous voulez tenir le déficit, il va falloir annuler tout ça. Ce n'est pas simplement un gel temporaire qu'on peut dégeler en fin d'année pour ajuster comme il est traditionnel. Alors, est-ce que vous pourriez nous éclairer là-dessus et sur les 2 milliards de la sécurité sociale? Est-ce que c'est simplement le gel des remboursements? Mais les remboursements, ils sont financés par le budget de l'État. Et le gel des compensatrices sur les allègements de charges sociales, donc à mon avis c'est neutre. Donc est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus et où est-ce qu'on en est sur les 2 milliards sur la sécurité sociale? Géraud Verny. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voudrais repartir du décret lui-même et de votre réponse au Président Coquerel et au rapporteur général Juvin. Ce décret d'avance ouvre 406 millions d'euros en autorisation d'engagement et 463 millions d'euros en crédit de paiement, principalement sur le programme 174, énergie-climat et après-mine. En face, vous annulez 440 millions d'euros en AE et 490 millions d'euros en CP sur une série de missions. Vous avez expliqué que travailler sur les autorisations d'engagement permettait de ne pas mettre la poussière sous le tapis, puisque l'AE crée une obligation juridique qui se transforme ensuite en crédit de paiement. Je comprends l'argument, mais si on prend votre raisonnement au sérieux, alors ce décret n'est pas neutre. Il révèle une contrainte budgétaire pluriannuelle qui se resserre. On gèle, on annule, on redéploie, puis on ouvre à nouveau des crédits pour financer des mesures d'urgence. Ce n'est plus une stratégie budgétaire, c'est une gestion par un coup. Et c'est précisément là qu'il faut parler de règles d'or. Un État peut s'endetter pour investir dans l'avenir, la recherche, l'innovation, l'industrie, la défense, l'énergie, les infrastructures stratégiques. Mais il ne devrait pas s'endetter durablement pour financer du fonctionnement courant, des chèques de compensation ou des dépenses de guichet mal pilotées. Aujourd'hui, la charge de la dette devient l'un des tout premiers budgets de l'État et demain peut-être le premier, enfin même sûrement. Chaque milliard payé en intérêt est un milliard qui ne va ni à la recherche, ni à l'innovation, ni à la souveraineté industrielle, ni à la baisse du coût du travail. C'est cela l'inconséquence des déficits. Nous sacrifions l'investissement d'avenir pour payer les intérêts des déficits passés. Or, dans le même temps, le coût du travail continue d'augmenter. Vous avez reconnu que l'indexation du SMIC protège à court terme, mais qu'elle crée aussi une compression salariale. C'est exactement le problème français. Quand le SMIC est revalorisé, le salarié gagne un peu plus, mais pour l'entreprise, le coût complet augmente immédiatement. Et le sujet n'est pas seulement le salaire brut. Le vrai sujet technique, c'est l'articulation avec les allègements généraux des cotisations. Si le salaire réellement dû augmente, mais que le SMIC de référence retenu dans la formule d'allègement n'est pas recalé dans les mêmes conditions, alors le coefficient d'exonération baisse mécaniquement. Dans ce cas, l'entreprise ne supporte pas seulement la hausse du brut, elle supporte aussi une perte d'allègement de charges. Le SMICard devient donc plus coûteux à embaucher et à conserver. Le salarié juste au-dessus du SMIC se retrouve pris dans une compression de grille. Soit l'entreprise augmente toute la grille salariale, soit elle écrase les écarts, soit elle reporte l'embauche. Je suis déjà à 2 minutes. Du coup, je fais ma question. Oui, allez-y, finissez. Quand je fais ça, c'est que vous pouvez finir votre question. C'est gentil. Sinon, j'arrêterai. Pardon, Monsieur le Président, je suis trop bavard. Premièrement, pouvez-vous nous confirmer que la revalorisation du SMIC ne se traduira pas pour les entreprises par une baisse effective des allègements généraux au niveau du SMIC? Et si cette baisse existe, quel est le chiffrage précis de surcoût employeur par salarié concerné? Deuxièmement, êtes-vous favorable à une véritable règle d'or budgétaire, zéro endettement pour le fonctionnement courant, d'être réservé aux investissements d'avenir et interdiction de financer des mesures d'urgence par un nouveau rabotage des allègements de cotisation ou par une contribution déguisée sur les entreprises? Merci. Merci, monsieur. J'ai des questions supplémentaires, donc je vais les prendre tout de suite par Christine Dalloz. Oui, moi, ça sera très rapide. C'est plutôt un commentaire et une suggestion à monsieur le ministre. Sur France 2030, je suis membre du CSIA, donc les investissements d'avenir. J'ai eu l'occasion de rendre un rapport sur l'effet de levier du financement des startups en France. Si ça vous intéresse, si vous avez du temps, vous pouvez aller le lire. Mais l'idée que je suggère, moi je ne suis pas farouchement opposé à cette réduction, elle n'est pas si drastique que ça, et effectivement le rythme des décaissements, on a du temps par rapport à France 2030. Mais c'est bien que Bercy donne un cadre financier, il serait aussi intéressant que Bercy se rapproche
du ministère de l'économie ou éventuellement du Premier ministre, parce que l'orientation est donnée par le Premier ministre, pour définir les champs stratégiques de recherche. Parce que je me suis aperçu qu'on était dans tous les champs et qu'on avait le sentiment qu'il n'y avait pas suffisamment de pilotage de la recherche en France, ce qui n'est absolument pas le cas dans les autres pays. Et on voit aujourd'hui des recherches financées en France, mais qui se développent aux États-Unis. Donc, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment l'objectif. Et je pense qu'il faut j'attire votre attention sur ce besoin d'avoir un pilotage sur la recherche, Monsieur le ministre. Parmi les deux collègues qui n'ont pas posé de questions, est-ce que vous voulez prendre la parole? Jean-Paul Mattei? Non. Non. Monsieur Bataille? Non. Eh bien, Monsieur le ministre, vous répondez et vous concluez. Merci, monsieur le Président. Monsieur député Mandon, vous avez raison. L'exercice de transparence, il est absolument central, de manière générale, mais évidemment en particulier quand on a une crise qui à la fois nous amène à réviser un certain nombre de choses et puis qui, par définition, crée beaucoup d'inquiétudes, d'angoisses, de débats. Et c'est la raison pour laquelle on avait, dès le mois d'avril, et ce n'est pas habituel, réuni ce comité d'alerte avec les organisations syndicales, professionnelles, au-delà même du Parlement, qu'on avait actualisé notre prévision de croissance pour l'année 2026, qu'on avait surtout révisé à la baisse de 1% à 0,9% et surtout révisé à la hausse la prévision d'inflation immédiatement de 1,3 à 1,9%. Et d'ailleurs, c'est un peu le lien avec la question que me posait Charles de Courson. Je le redis, ce qui avait été affiché au mois d'avril, c'était des prévisions sur l'ensemble de l'année 2026, se fondant à la fois sur l'augmentation des taux d'intérêt qui avait déjà eu lieu, sur l'évolution des prix du pétrole qui anticipait déjà un conflit qui allait durer plusieurs semaines, et ainsi de suite. C'est l'évaluation du mois d'avril. C'est la raison pour laquelle, tous les 10 jours, je publie désormais, le gouvernement publie l'impact sur la fiscalité liée au carburant de la crise. Parce que là aussi, on a entendu un certain nombre d'erreurs, pour dire le moins, concernant l'impact que la crise avait sur les recettes liées au carburant. On peut maintenant montrer tous les 10 jours que quand on compare par rapport à l'année précédente, la baisse des volumes consommés compense la hausse des prix. La TVA augmente effectivement en lien avec la hausse des prix, même si son augmentation est moindre à cause de la baisse des volumes, mais surtout l'accise, qui est le principal impôt perçu sur les ventes de carburant, recule massivement. Et donc, par exemple, aujourd'hui, quand on compare sur la même période mars-avril-mai 2026 par rapport à mars-avril-mai 2025, accise plus TVA, on est à 40 millions d'euros en dessous de ce qu'on était à la même période à l'année 2025. Là aussi, c'est inédit. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de précédents de publication tous les 10 jours d'estimation. Il s'agit forcément d'estimation des recettes fiscales, mais je crois que c'est ce qu'on doit à la représentation nationale et au débat public de manière plus générale. Et donc on continuera évidemment à le faire aussi dans le suivi des gels de crédit, comme vous nous y avez appelé, monsieur le député. En ce qui concerne ce que vous avez évoqué, monsieur le député Jolivet, d'abord redire que dans les mesures qui sont prises aujourd'hui, décret d'avance, décret d'annulation sur gel, les Outre-mer ne sont pas concernés. Donc je tiens à votre disposition, monsieur le député. Et donc je crois que c'était quand même important de le préciser, y compris parce que des mesures, je le disais, avaient été prises au mois de mars en ce qui concerne le ministère des Outre-mer. Une questions qui ont été posées, et vous avez évoqué la question de la résistance au choc de manière générale. C'est vrai, et d'ailleurs je crois que de manière plus générale, ça fait un peu le lien d'ailleurs avec ce que le député Géraud Verny évoquait aussi. Je pense qu'on a une réflexion assez profonde à avoir sur la construction de nos budgets à l'aune, au fond, je pense, de deux éléments importants. D'une part, la multiplication des chocs internationaux et d'autre part, les montants considérables d'investissement public qu'il va falloir débloquer dans les années qui viennent, dans des domaines essentiels, l'armée étant évidemment un exemple évident, la transition énergétique l'étant aussi, et probablement un certain nombre de politiques d'innovation, avec à la fois le bouleversement géopolitique, la concurrence féroce en matière d'innovation et notamment la concurrence chinoise, puisqu'on a désormais un pays qui, pour le dire de manière simple, a la technologie de la Californie et le coût du travail de la Turquie, qui est par ailleurs le plus grand pays du monde. Donc évidemment, ça pose un défi considérable à beaucoup de nos filières industrielles.
Et puis la transition écologique, ça va de soi. Donc je pense qu'il y a effectivement une réflexion. Donc il y a les débats sur la règle d'or, il y a les débats sur la pluriannualité, plus généralement des lois budgétaires, il y a l'articulation entre la LPFP et les lois de finances. Bon, tout ça dépasse évidemment le cadre de cette audition et je pense dépassera les débats de cette mandature, mais je crois que c'est effectivement un enjeu de réflexion extrêmement important avec en fait ce double objectif, c'est-à-dire à la fois de pouvoir répondre beaucoup plus rapidement à des crises et des chocs, mais de l'autre, de donner aussi de la visibilité sur des grandes politiques d'investissement et de transformation dont on a besoin. Monsieur le député Charles de Courson, vous avez évoqué, vous avez posé la même question que le rapporteur général. L'impact majeur qui concerne le coût de la crise, il est d'abord macroéconomique, puisque quand j'avais évoqué ce coût des 6 milliards d'euros au mois d'avril, il y avait 3,6 milliards qui relevait à lui seul de la hausse de la charge d'intérêt, hausse des taux, hausse de l'inflation, les deux pesant à court terme sur la charge de la dette, au titre de la partie de la dette 10% qui sont indexés sur l'inflation. Et donc, pour pouvoir vous donner la réponse la plus précise, on a besoin de pouvoir réactualiser aussi ces prévisions macroéconomiques. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit on le fera au mois de juin. On vous le dit aujourd'hui, 6 milliards d'euros, ce sera très certainement plus le coût de la crise. Pour avoir le chiffre exact, on aura cette actualisation d'ici la fin du mois de juin. Là aussi, vous avez, monsieur le député, vous avez la mémoire de cette commission. Je pense que de pouvoir se donner des rendez-vous aussi transparents à intervalles aussi réguliers pour faire le bilan de notre trajectoire de finances publiques, c'est à la fois sain et ce n'était pas complètement habituel. Monsieur le député Géraud Verny, j'ai évoqué la question de la pluriannualité, vous avez évoqué la question pour ce qui concerne l'impact des allègements généraux, le SMIC augmente le 1er juin, et je l'ai dit, les allègements généraux, ils sont figés, donc ils ne baissent pas, ils n'augmentent pas en lien avec l'augmentation du SMIC. Et ensuite, vous avez évoqué la question des investissements dans l'avenir, etc. Je pense que le diagnostic général, qui est de dire qu'il faut dépenser davantage pour l'avenir et faire des économies dans les dépenses courantes, beaucoup le partagent, me permet de vous faire remarquer, monsieur le député, que vous soutenez par votre alliance un parti politique qui propose de faire augmenter massivement les dépenses de retraite. Et je pense qu'aujourd'hui, on a des grands choix politiques devant nous. On aura sans doute le débat lors des prochaines échéances, je n'en doute pas, mais cette question-là, elle est absolument centrale. Parce que si on veut pouvoir investir dans l'avenir, dans l'éducation, dans la recherche, ne pas fragiliser nos entreprises, etc., faudra faire des grands choix en matière de dépenses, de retraite notamment. Bien, peut-être aussi en matière de recettes. Allez, après cette longue journée, on se retrouve demain matin à 11h pour examiner le projet d'avis sur le projet de décret d'avance que nous présentera le rapporteur général. Mes chers collègues, bonne soirée. Merci. Monsieur le ministre aussi. Vous pouvez soutenir la chaîne Hémicycle en utilisant le bouton « Rejoindre » qui se trouve sous la vidéo pour un abonnement sans engagement à 2,99 € par mois. Vous pouvez également utiliser le bouton « Merci » pour un soutien ponctuel. Votre aide nous permet de financer les nombreuses heures de recherche, le travail éditorial et de mettre en lumière des séquences que les grands médias ne montrent pas toujours. Merci pour votre soutien.